Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les dernières news de l'année de 2021. Et oui, c'était vraiment cool de suivre avec vous les news concernant le PC tout au long de l'année. Maintenant, il y a des leaks qui sont vraiment intéressants. Bien sûr, Nvidia en fait qu'à sa tête. Et à mon avis, en 2022, c'est pas fini. Mais on va voir ça plus en détail à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et pour moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc la première news va concerner les processeurs Intel. Là, on va parler du i3 12100, du i3 12300 et surtout celui-là qu'on attendait le plus, le i5 12400. Ce qu'il faut retenir de i3 12100 et 12300, c'est qu'en fait, ces processeurs possèdent 4 cœurs type Golden Cove et non pas des Grace Mount. Donc, en théorie, ce qui veut dire que comme les gros cœurs pour les grosses tâches graphiques, et les grosses tâches en général ne sont pas activées, ils devraient consommer moins. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, c'est du 4 cœurs 8 threads, hein, ça ne change pas. Et quand vous regardez bien, en fait, alors, c'est ici. Donc là, on a un test, le i5 12400 consomme un TDP de 65 watts. On est bien d'accord. Par contre, les deux i3, le 12300 et le 12100, eux, ils ont un TDP de 60 watts. Donc, ce qui veut dire que les petits cœurs pour les basses consommations, ça ne fonctionne pas terrible. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont overclocké le 12100 et le 12300 pour avoir, un petit peu plus de perf que l'ancienne génération. Moi, je vois que ça. En tout cas, pour les basses consommations, pour ces deux processeurs-là, c'est raté. Maintenant, au 12400, en fait, par rapport au 11400 de la 11e génération, on n'a que 10 à 20% de performance en plus. C'est ce qu'on attendait aussi du 10400 et 11400, hein, c'est à peu près les mêmes perfs, en sachant que les Grace Mount, encore une fois, sont désactivés. Donc je vous laisserai regarder les graphiques si ça vous intéresse, c'est vraiment spécifique. Hein, on n'en parle pas plus. Bon, on sait que le 12600K est beaucoup plus fort que le 12400. Bon, ça, on s'y attendait. Ce qui est pas mal, c'est que le 5600X est légèrement en dessous du 12400 sur Cinebench R23. Bon, après, pour moi, c'est des tests stériles. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment les tests en jeu. Alors, on va continuer tout de suite. Donc là, le 12400 a été testé en Chine. On a quelques leaks qui ont été donnés, donc c'est un 6 cœurs 12 threads, hein, donc ça on s'en doutait pas, 65 watts de TDP, on l'a dit. Donc on a une base, on va dire en giga de 2,5 et en boost de 4,4, donc il va pas monter. Je pensais qu'en boost il aurait monté vers 4,8, 4,9, quitte à atteindre les 5,00. En boost, ça serait vraiment génial, mais non. Donc en fait, ils l'ont testé avec comparé, on va dire plutôt, avec le 11400 et les 12900K. Là, je vois pas vraiment l'intérêt, puisqu'on sait que ce n'est pas du tout le même prix et surtout la même polyvalence du 12900K au 12400. Donc, toujours sur Steampunk. Et alors, le 12400 s'avère légèrement supérieur à son ancêtre, donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans pour autant creuser un énorme écart. Ce qui va nous intéresser, par contre, c'est sur Cyberpunk. Donc, on voit que ici, on est sur le 12000Z690A Pro, donc le 12900K. On est à 110 FPS. Pour le 12400, on est à 101 FPS. Et pour le 11400, on est à 90. Donc là, on a à peu près 11 FPS. C'est pas énorme, hein. Franchement, c'est pas énorme. Là, on continue, on est à 130 FPS, et là, on gagne quand même 27 FPS par rapport aux 11400 sur GTA V. Sur Pug, là, il y a quand même une grosse différence. On est à 230 FPS, et on est à 173 FPS pour le 11400. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même une différence assez conséquente. Et bien là, bien sûr, c'est des jeux qui sont très mal optimisés, donc voilà. Vous voyez que sur Red Redemption 2, en 1080p, sur le 12400 et le 11400, il n'y a aucune différence. Et il n'y a que 2 points de différence sur le
le 12900. Donc voilà, bon après voilà, il ne faut pas se baser sur ces jeux-là. Sur Witcher 3, encore une fois, c'est un jeu qui est très mal optimisé. 153 fps pour le nouveau processeur en 12400 et les 11400, 151 fps et 158 sur le 12900. Bon, voilà quoi. Sur certains jeux, il y aura entre 10 et 20%. Moi, je pense que si vous avez un 10400 voire un 11400, ne changez pas de plateforme pour prendre le 12400. Actuellement, ça ne vaut pas vraiment le coup. Ou alors, vous prenez carrément le 12600. Il sera beaucoup mieux, mais malheureusement, il sera plus cher. Et justement, en parlant des prix, donc là, on a des petits leaks qui ont fuité. Alors, c'est les nouveaux processeurs là qui vont sortir. Donc le 12900, il est estimé à 529,99 $. Le F un peu moins cher, on va perdre de 20 $. Le 12700, 100K, 359 $. Et la partie F, là, ce qui est vraiment pas mal quand même. Hein. Il n'y a pas de partie graphique, mais on gagne quand même 30 $. Ce qui est pas mal. Alors là, le 12600, il est à 239, on va dire 240 $. Le 12500, il est à 219 $, 220 $. Par contre, le 12400 est 10 $ de moins à 209,99 $. Ça vaut vraiment pas le coup. Moi, je pense que si jamais vous voulez changer de plateforme et vous voulez prendre un 12400, prenez le F. Parce que là, par rapport au 12400, vous allez quand même économiser 30 $. Donc, on va passer à 179,99 €. En sachant que la partie graphique, généralement d'Intel, et on l'avait vu dans une précédente vidéo, elle n'est pas excellente par rapport à AMD. Alors, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un 12500 et 12400. Pour 10 $ de plus, ben, vous ne cassez pas la tête, hein, vous prenez le 12500 parce qu'il y a quand même un boost d'horloge à 4,6 au lieu de 4,4 et l'horloge de base est à 3 GHz au lieu de 2,5. Donc voilà, quoi, il n'y a pas photo. Hein. Après, voilà, le meilleur reste le 12600 pour moi. La base en dessous, vous voyez bien que le TDP, ben, même pour du Pentium, on reste à 165 watts. Je trouve ça, écoutez, au niveau énergie, c'est pas terrible. Donc pour moi, les i3 sont inexistants. Moi, je partirai sur le 12400F qui est pour moi le plus intéressant au niveau du prix performance. Et puis si vraiment je veux monter, ben, je prendrai un 12600. Alors on va continuer avec là des news concernant AMD sur les nouvelles cartes graphiques, la RX 6500 XT et 6400. Donc on est en 6 nanomètres et c'est du Navi 24. Il n'y a pas grand chose qui change, hein, ça va être de l'entrée de gamme, on va dire pour concurrencer la 3050. Elle va débarquer, alors on le sait qu'elle va débarquer en janvier 2022 pour la RX 6500 XT. Malheureusement, on n'a toujours pas les prix, ça c'est un peu dommage. Donc elle est en 6 nanomètres par rapport au 6600 XT. Donc normalement la consommation est un peu moindre. Donc au niveau des leaks, là on voit que sur une RX 6600 on était à 132 watts, on passe à 700 watts, 107 watts. Et pour la 6400 qui est vraiment l'entrée de gamme de chez l'entrée de gamme, puisqu'on a 4 Go de GDDR6, pareil que pour la 6500 XT, et bien là on passe à 53 watts. C'est juste dingue quoi. Et là elle sera prévue pour 2022, en mars. Donc affaire à suivre. Après, voilà, il n'y a pas vraiment... Ouais, unité calcul, là c'est vraiment la base, chez la base, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire tourner avec ça, 16 unités calcul, on passe à 32 sur la Navi 23, donc la 6500 XT. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de la passer J'ai un peu de mal. Je vous avoue que ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont passé en 6 nanomètres au niveau des gravures, donc c'est vrai qu'au niveau de consommation, c'est vraiment intéressant. Après, faut voir les prix en fait. Si vraiment les prix sont vraiment très très bas, ça pourrait aider certaines personnes à acheter une carte graphique pour janvier 2022 et mars 2022, en sachant qu'il y aura quand même des compromis graphiques au niveau des jeux et tout ne passera pas. En tout cas, si tout passe, ça sera avec des FPS vraiment entre 30 et 50 quoi. Donc à voir, on va suivre cette news
dans pas longtemps, parce que je pense que janvier, ça va être le CES et ils vont en parler, donc on va attendre. Alors là, une news vraiment intéressante concernant Intel, mais cette fois-ci dans les cartes graphiques, on sait qu'ils vont s'appeler Arc. Donc on a l'Arc A380, A350, A370M, A350M et l'XE A200M, rien que ça. Bon, pour la dernière, on ne va pas en parler parce qu'apparemment, ça sera du laptop et vraiment de l'entrée de gamme. Hein. Ça sera un chipset graphique, à mon avis. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la 380 et la 350. Donc, ce n'est pas des avions, je vous rassure, ce n'est pas Airbus. La 380, on aurait pu se dire au niveau marketing, une A380, ça pourrait concurrencer, par exemple, une RTX 3080. Alors, pas du tout. Alors, on est loin de là. La 380 va concurrencer la GeForce GTX 1650 Super. C'est quand même une carte qui est assez vieillissante chez Nvidia. On a une vitesse d'horloge de base de 2,45 GHz. Bon, affaire à suivre. Maintenant, la 350, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez l'entrée de gamme. Elle va concurrencer les RTX 3050, qui n'est pas une RTX, mais plutôt une GTX, puisqu'il n'y a pas de RT Core, je vous le rappelle, et la RX 6400 de chez AMD, pardon. Je m'en perds avec tout ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci, mais on n'a pas encore son nom de code de fabrication. Par contre, elle consomme 225 watts. On est sur une horloge de base de 2,2 et 2,5 en boot 100 GHz, 16 Go de GDDR6, donc là, ça commence vraiment à être intéressante. Je pense qu'elle devrait concurrencer la RTX 3060, peut-être la 3060 Ti ou la RX 6700 ou 6700 XT. En tout cas, je l'espère. J'aurais aimé qu'il y ait une carte qui concurrence aussi les RX 6900, la 3090, mais bon, c'est pas encore d'actualité. Je pense qu'il va falloir attendre facilement 2023, voire 2024 pour avoir vraiment une très grosse carte graphique chez Intel. Mais je vais dire encore, c'est pas encore très grave. Tout simplement parce que ça va jeter un pavé dans la mare et je pense qu'au niveau d'Intel, s'ils font des cartes qui vont concurrencer donc les cartes Nvidia et AMD, s'ils ont un prix très agressif et s'ils ont du stock, là, franchement, c'est un très bon plan pour nous. Tout simplement parce qu'on pourra acheter une carte graphique de, on va dire, bas de gamme et moyenne gamme à un prix vraiment très agressif. Et là, AMD et Nvidia n'auront pas le choix. Ils vont devoir réagir. Ils vont devoir baisser leur prix. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, affaire à suivre. On va en connaître plus, je pense, au niveau du CES. Donc, c'est vraiment un très, très bon point pour nous, les gamers. Donc là, c'est une news qui est plutôt intéressante pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une B550, voire une X570 pour mettre les nouveaux processeurs de la 5e génération d'AMD. Alors, ils disent qu'on pourra mettre un Ryzen 7 5800X sur une A320MH. Alors, je vous le dis de suite, moi, j'y crois pas trop. On va pouvoir le faire, bien sûr, mais au niveau des VRM, est-ce que ça va vraiment tenir ? Je pense que ça va chauffer vraiment au niveau des VRM et ça va être un goulot d'étranglement, donc on n'aura pas toute la puissance nécessaire pour faire fonctionner un Ryzen 7. Je pense que c'est très bien pour les Ryzen 3. Pour les gens qui ont un petit budget, c'est vraiment intéressant. Un 3300X, comme j'ai là, c'est très bien, il ne chauffe pas trop. Je pense que ça peut le faire. Maintenant, c'est pas pour tous les Ryzen 5e génération, je le pense. Mais c'est bien de l'avoir prévu pour les gens qui ont vraiment un petit budget. Maintenant, il faut voir si la carte mère va coûter une blinde ou pas. Si ça reste dans les 50 €, c'est génial, quoi. Une nouvelle console portable qui va sortir avec un processeur Ryzen basé sur le 4000. Donc c'est l'Aya Neo. Ce qui est vraiment intéressant, c'est pas vraiment la console en elle-même, c'est plutôt ce qu'il y a derrière. Quand vous regardez bien, toutes les consoles, que ce soit PS5, Xbox ou alors les consoles portables de nouvelle génération, eh ben, on voit que AMD remporte tous les marchés. Hein. Regardez sur 1, 2, 3, 4, et ben voilà quoi. Il y en a 4 qui sont sur AMD, une sur ARM et une sur Intel Tiger Lake. AMD a fait beaucoup de chemin, beaucoup de chemin. L'Aya Neo, là, ce qu'ils vont sortir, elle va être en DDR5, Windows 11. Là, ça sera pour 2022. Donc, à voir. Maintenant, je ne pense pas que ça va révolutionner le genre
des consoles portables. Maintenant, il faut voir surtout c'est au niveau du prix. On sera le 4 janvier, donc affaire à suivre. On a enfin une news concernant les B660, donc le milieu de gamme des nouvelles cartes mères pour les DDR5 et les PCI 5.0. Donc là, c'est Gigabyte. Je vous montre le tableau. Il y a 29 cartes mères qui sont dévoilées. Donc l'Aorus, Gigabyte Gaming ou Gigabyte UD, donc l'entrée de gamme. Ce qui est vraiment intéressant, on sait que la gamme est divisée en cartes mères DDR5, DDR4. Donc pour les cartes mères LGA 1700. On a le Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6, donc pourquoi pas. 29 cartes, donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc en tout format, bien sûr, ATX, micro ATX, mini TX. Les cartes, ben, ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres cartes qui étaient déjà en vente. Bon, elle reste quand même assez jolie. Hein. Ce qui est pas mal, c'est qu'il maintenant il y a eu le Wi-Fi 6 directement incorporé dedans. Bon, malheureusement, on n'a pas les prix, donc j'espère qu'elle sera moins chère que les B550 quand ils sont sortis. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le directeur technique, Mark Papermaster, a confirmé que l'architecture Zen 4 fera partie de la conférence de presse OCS 2022. Donc je précise que ça doit être le 23 janvier, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr des dates. Hein. Cependant, l'accent sera mis sur l'architecture Zen 3 mise à jour avec la 3D V-Cache. Alors moi j'ai peur qu'ils nous fassent par exemple un Ryzen 5800 X ou XT plutôt, comme ils ont fait avec les 3000. Hein, on voyait que ça n'apportait pas, en fait c'est des processeurs overclockés en gros plus ou moins. Ça n'apportait pas énormément. Maintenant, si ça peut faire descendre les prix des Ryzen 5 actuels, moi je suis pour. Franchement, je suis pour parce que je dois en acheter un. Donc voilà. Mais je ne pense pas que je prendrai les 3D V-Cache. Ou alors, il faut vraiment que la performance soit vraiment optimale et les prix vraiment concentrés sur les mêmes prix que les Ryzen 5 actuels. J'y crois pas trop. Maintenant, on en saura plus. Donc, le 4 janvier, AMD dévoilera sa série Ryzen 6, donc 6000, de nouvelle génération pour ordinateur portable. La société devrait également lancer des processeurs du bureau Zen 3 dotés de l'architecture 3D V-Cache et la série Pro 5000, les Threadripper là. Bon, en ce qui concerne les CPU Zen 4, on en saura plus au 3e trimestre 2022 parce que ça pourrait être lancé à ce moment-là. En ce qui concerne la génération à venir, je signale le CES en janvier. Nous sommes ravis de relever quelques détails supplémentaires sur nos lancements, de nouveaux produits qui offriront des expériences phénoménales. Et comme nous l'avons dit plus tard dans l'année, au fur et à mesure de sa progression, nous partagerons plus de détails Zen 4, avec certains mentionnés au CES, et plus encore. Annonce à ce sujet au cours de l'année 2022, donc... Après, voilà, je pense qu'ils ne veulent pas tout dévoiler d'un seul coup pour dire « t'as vu, Intel, nous, on a fait ça, maintenant, est-ce que tu peux faire mieux ?» Je crois que, en fait, quand Intel va dévoiler ses nouveaux processeurs, la 13e génération, par exemple, on n'en saurait plus sur Gen 4. Donc, affaire à suivre. Alors, Raphaël prend en charge à la fois la technologie de la mémoire DDR5 et le matériel PCI 5.0. On ne pouvait pas en entendre moins que la nouvelle génération de Zen 4. Bon, je pense qu'il faudra changer la carte mère. Hein, les B550 et X570 ne sont pas d'actualité. Maintenant, Raphaël sera gravé en 5 nanomètres au lieu de 6 nanomètres pour les verres-mères. Ouais, ce qui va changer par rapport à la verre-mère et la verre-mère X. Donc, on va passer de 7 à 6 nanomètres. On sera toujours en PCI 4.0, en DDR4. Je pense que ça va changer quelque chose au niveau de la consommation, je pense. Au niveau performance, je m'attends à un verre-mère 7 nanomètres overclocké, comme je vous l'ai dit, en XT. Voilà, je m'attendais pas à plus que ça. Donc il faudra suivre la news, ça peut être vraiment intéressant, mais ça ne sera pas extraordinaire. Là, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a les PCI 5.0 avec une vitesse de lecture en 14 gigasecondes pour les SSD, les nouveaux SSD. Alors en fait, il y aura 3 nouveaux SSD.
en 14 Go secondes en bande passante, en 12 Go et en 10 Go. Donc ça va concerner aussi au niveau des prix, du plus haut au plus bas. Donc ça peut être vraiment intéressant. Le nouveau stockage haute vitesse offrira donc une vitesse de lecture de 103% plus rapide à une vitesse d'écriture 67% plus rapide par rapport à la Gen 4. Donc ça, c'est un truc de dingue. Donc oui, ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui ont l'occasion d'avoir des PCI en 5.0. J'aimerais bien savoir combien de secondes on va gagner en temps de chargement des jeux et surtout en temps de chargement quand vous allumez l'ordinateur et Windows 10 ou Windows 11 va démarrer. Maintenant, si le produit est abordable, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, si pour un SSD, il faut mettre 300 € pour avoir un 128 Go, là, ça vaut pas vraiment le coup. Donc, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce leak. Mais j'attends encore une fois le tarif. Il faut voir s'il y a vraiment une grosse différence entre un PCI 4.0 et un 5.0. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Par contre, là, ça c'est pour les serveurs d'entreprise. Donc, l'efficacité énergétique est de 30% par rapport à l'ancienne génération. Donc, c'est vraiment amélioré. Bien sûr, en 5.0. Et apparemment, ça serait vraiment très intéressant. Et il parle même du PCI 6.0 sont en cours de développement, en gros, quoi. Je vous laisserai lire l'article, parce que là, c'est pour les serveurs. Bon, c'est pas vraiment... ça ne nous concerne pas vraiment, mais si Battlefield pouvait avoir des disques durs comme ça pour les serveurs, ça serait pas mal. Au lieu d'attendre un quart d'heure à avoir un jeu, 10 minutes, ça serait encadré 5 minutes, quoi. Donc, voilà. Donc, encore une fois, affaire à suivre. Donc là, on est au MacBook 2022. Donc, c'est le processeur Apple M.2, serait gravé en 4 nanomètres. C'est ce qu'il faut retenir de cette news. Donc, ça sera prévu en 2023. C'est pas pour tout de suite. Mais ça y est, on passe en 4 nanomètres. Donc, je pense qu'au niveau énergie, on va gagner vraiment pas mal. Surtout au niveau consommation d'énergie, au niveau de la batterie. Donc, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, bon, rien de sensationnel chez Apple pour l'instant. Alors ici, toutes les spécifications du Ryzen 9 6900HX, Rembrandt dévoilé. Bon, c'est pour les ordinateurs portables, encore une fois. Apparemment, ce qu'il faut retenir, c'est les dernières informations parlent effectivement de la prise en charge DDR5, mais on devrait rester sur le PCI 4.0, ce qui est un peu dommage. Le PCI 5.0, ben, ça va attendre le second semestre 2022. En fait, ils ne sont pas au point sur le 5.0. Donc, ben, si vous voulez vraiment acheter ce genre de processeur, enfin ce genre d'ordinateur, attendez le second semestre. Autant profiter du PCI 5.0, tant qu'à faire. Ça serait con d'acheter la dernière génération DDR5, mais avoir le PCI 4.0. Je trouve ça un peu nul. Donc, le Ryzen 9 6900HX devrait être le premier processeur AMD à disposer du nouveau cœur Zen 3 Plus. Donc vous voyez, c'est du XT. Un dérivé du Zen 3 profitant d'une finesse de gravure plus importante en 6 nanomètres. Le fameux N6 de TSMC. Bon. Ouais. Attendez le second semestre de 2022 pour acheter ce genre de processeur. Donc, Nvidia, AMD et Intel se préparent tous à rivaliser sur les segments d'entrée de gamme. Bon, ça on l'avait vu tout à l'heure avec les RTX 3050 non TI, donc comporter 8 Go de mémoire GDDR6. Cette information manquée dans notre rapport de la semaine dernière. Nous avons pu confirmer que la RTX 3050 figure bien dans la feuille de route en tant que produit GA106.150 et devrait être lancée vers le deuxième trimestre 2022. Ok, bon bah c'est de l'entrée de gamme. Encore une fois, si les RX 6500 XT et les 3050 et puis l'ARC 350, bah écoutez, ont du stock à un prix quand même inférieur à celle qu'on voit actuellement, moi je suis pour, parce qu'il y a des gens qui réclament ce genre de produit et ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors je partirai directement sur la RTX 3050, tout simplement parce qu'en mémoire vive, il y a quand même 8 Go, c'est le double de la 6500 XT, et un peu mieux que l'ARC 380.
Donc je partirai sur la RTX 3050. On continue sur la Nvidia, donc la 3050. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, en annotation, j'avais noté, nous connaissions déjà bien la RTX 3050 pour ordinateur portable, mais Nvidia veut désormais proposer son GPU le moins cher en version desktop. Donc, elle va arriver pour nos ordinateurs fixes. Bon, voilà. Après, je pense que la 3050 peut être vraiment très bien pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une 3060 par exemple. Elle a quand même 8 Go de mémoire vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment. Et elle viendra remplacer la 16600, enfin la 1660 Super qui est assez vieillissante effectivement. Donc le problème c'est qu'elle n'a pas de RT Core, donc pour le ray tracing voilà quoi. Mais vous pourrez profiter du DLSS et tout le tintouin qui va avec, donc ça peut être vraiment intéressant. On continue avec la 2060, la RTX 2060 avec 12 Go. Personnellement, je pensais qu'ils allaient faire une 2076 12 Go, vraiment avec un prix intéressant pour que les gens puissent l'acheter s'ils n'ont pas les moyens d'acheter une RTX 3060. Mais en fait, c'est pas le cas, regardez bien quoi. C'est vraiment un foutage de gueule. Voilà, donc là c'est sur pc21.fr, donc c'est un site revendeur, un partenariat. Il faut savoir que la RTX 2060 12 Go pardon, ne sera pas mis au catalogue de chez Nvidia, il n'y aura pas de Founder Edition. Donc on va directement tomber dans les méandres des constructeurs. Donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent mettre la carte à 2000 €, ils peuvent le faire. Ça c'est vraiment dommage. Donc vous voyez la MSI RTX 2060 Ventus 12 Go, eh ben on est à 645,25 € TTC. Moi je suis désolé mais non, j'achète pas quoi. J'achète pas. Moi, c'est une carte que j'aurais vue à 300 €. Vous voyez, 300 €, 350 €, ça aurait pu dépanner vraiment pas mal de personnes. Et là, Nvidia aurait pensé à nous les joueurs. Tandis que là, il pense qu'à son portefeuille. Faire du fric sur notre dos. Et moi, je suis désolé. Je suis pas d'accord. Pour acheter cette carte-là, attendez, prenez la RTX 3050. Au moins, vous aurez une carte graphique, on va dire, de nouvelle génération, même s'il n'y a pas les RT Core. Mais voilà quoi. Donc là, il est dit, Nvidia a confié à nos confrères de Team Power Up que l'on ne trouverait pas de GeForce 2060 Ti 12 Go en Founder Edition. Autant dire que cette nouvelle référence ne sera pas donnée. En France, PC21 est un des premiers revendeurs à la lister. Et à ce tarif, déjà, toute logique, 645 € pour rappel, la GeForce RTX 3080 Founder Edition, une carte quand même 60% plus rapide que la 2060 Super, est proposée à 719 € par Nvidia lorsqu'elle est disponible en Founder Edition. Il n'y a pas un foutage de gueule quelque part là? Je sais pas. Moi, je pense qu'Nvidia avait du stock et ils se sont dit, bon, on va rajouter des puces mémoire, on va les balancer. Il y a quand même des mecs qui vont les acheter, hein. Ça c'est sûr. Et puis, bah, nous, on va se faire du fric sur leur dos, quoi. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a une RTX 3090 Ti, parce que la 3090, je suis désolé, mais on n'était pas assez puissant pour jouer à Fortnite. Il nous fallait une TI, et bientôt une TI super, j'espère. Encore une fois, un foutage de gueule, hein. Donc là, on a le packaging qui a leaké. Donc, même pas de PCI 5.0, non, on est toujours en 4.0. Donc, ben, ceux qui veulent une PCI 5.0, vous inquiétez pas, hein, on va faire une 3090 Super TI, comme ça vous aurez un 5.0, vous revendrez celle-là pour acheter un autre truc. C'est du foutage de gueule, on a un TDP de 450 watts, près de 100 watts de plus que le produit actuel, donc je vous dis pas la consommation. Et en partant du PCI Express, il semble que la nouvelle SKU ne fera finalement pas la première carte PCI 5.0. Donc ce qui est bien noté sur la boîte ici, donc c'est vraiment du n'importe quoi. Ce qui va changer, c'est que en fait, en gros, c'est une RTX 3090 overclockée à mort, donc ils l'ont mis en TI. Vous voyez ici au niveau des pales, vous avez 3 pales supplémentaires par rapport à celle actuelle. Voilà, c'est tout ce qui change. Encore une fois, un gros foutage de gueule. Et ça va sortir le 17, alors je dis pas de conneries, le 22 janvier, en 2022, au janvier, mais je crois que, alors attendez, aurait une annonce le 4 janvier, le 27 janvier 2022.
Est-ce que ça sera dispo? Aucune idée. Est-ce que ça vaut le coup? Direct? Non. Non. Next. Nvidia. Quand tu nous tiens. Une GeForce RTX 2050 pour ordinateur portable qui a tout d'une RTX 3050. Pourquoi? J'en sais rien. En fait, j'ai plus d'arguments. Alors, on voit que la 3050 laptop, on est à 2840 coups à cœur. La 2050, pareil. L'horloge de base de la 3050 est un peu plus véloce que la 2050. En TDP, ben là, effectivement, la 2050 est moins consommatrice d'énergie par rapport à la 3050, mais en même temps, c'est normal vu que au niveau du boost en mégahertz, elle est beaucoup plus basse que la 3050. 4 Go de GDDR6, donc en fait c'est une 3050 castrée pour moi tous les coups. On a quand même un bus mémoire de 64 bits au lieu de 128 bits, donc voilà. Est-ce qu'on va faire tourner Fortnite avec ça? J'en sais rien. La GeForce RTX 2050 n'utilise pas de GPU Turing comme les autres GeForce 2050 et repose sur les GPU Ampere, comme c'est le cas des GeForce 3050 qui existent déjà. Nvidia ne semble-t-il pas souhaiter entraîner une nouvelle monocouple, un nouveau produit en fait. Il propose, au lieu d'avoir proposé par exemple une RTX 3040, il nous dit bon c'est pas grave, on va la mettre en 2050. Ça n'a plus rien y comprendre, sans déconner. Je vous laisserai lire les specs. Alors ils nous disent, rassurez-vous, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème, vous allez profiter du DLSS qui marche très bien. Effectivement, le DLSS est vraiment génial. Mais putain, 2050 quoi. C'est d'un ridicule, c'est d'un ridicule. Donc voilà, c'était la dernière news là-dessus. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Moi, je pense vraiment, et j'y crois, enfin en tout cas, je touche du bois. J'espère que Intel va vraiment lâcher un pavé dans la mare au niveau des cartes graphiques et que les prix vont descendre et que là, ils vont se dire, Nvidia et AMD vont se dire, il va nous falloir du stock pour concurrencer Intel. Je l'espère de tout cœur parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en recherche de cartes graphiques et malheureusement à des prix phénoménals. Ben, il ne faut pas acheter, quoi. On le voit tous les lundis. Bon, là, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas fait. On le fera la deuxième semaine de janvier. On reprendra les annonces des cartes graphiques, voir un peu si ça a changé ou pas, mais je ne pense pas. Donc voilà, c'était tous les news du mois de décembre. Je pense qu'on va voir beaucoup plus de news au mois de janvier et c'est normal parce que ça va être le CES. Je l'attends avec impatience. Je m'attends pas non plus à des nouveautés folles, pour tout vous dire. Je pense que ça va être un prolongement des nouveautés qu'on nous a fait au mois de décembre. Donc voilà les potes, c'était les news du hardware de décembre. Les dernières news de l'année, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour les prochaines vidéos qui vont suivre. On va reprendre le rythme habituel. La semaine prochaine, cette semaine, il y aura 2 vidéos. La semaine prochaine, il y aura 2 vidéos. Et après, on reprend le rythme habituel de 3 vidéos par semaine. Voilà les potes. Je vous souhaite un bon réveillon. Salut, ciao, ciao.